Bonjour à tous. Le webinaire sur le panorama des innovations pour un avenir alimenté par les énergies renouvelables va bientôt commencer. Nous attendons quelques secondes. Personne peut se connecter. Nous allons démarrer. Ça ne va pas, ça fait... Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par le service public de Wallonie Territoire Logement, Patrimoine et Énergie et par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Je m'appelle Simon Benmaraz, je suis analyste au Centre d'innovation et technologie de l'IRENA. Nous allons aujourd'hui évoquer la nécessité d'une approche d'innovation systémique pour intégrer une part plus élevée d'énergie renouvelable variable dans les systèmes électriques. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'avoir plusieurs innovateurs qui vont partager avec nous les solutions qu'ils mettent en œuvre pour justement l'intégration d'une part importante d'énergie renouvelable. L'IRENA va également offrir un aperçu de cette approche tiré du rapport phare intitulé « Panorama des innovations pour un avenir alimenté par les énergies renouvelables » disponible sur notre site Internet. Cette approche systémique contient des innovations dans les technologies génériques, des modèles économiques, une nouvelle organisation du marché de l'énergie, ainsi que de nouveaux modes d'exploitation nécessaires pour accroître la flexibilité des systèmes électriques. Aujourd'hui, en introduction, nous aurons la chance d'avoir des remarques du vice-président de Wallonie et le ministre de l'Environnement wallon, Philippe Henry, ainsi que le directeur du Centre d'innovation et technologie de l'IRENA, M. Dolph Gillen. Par la suite, nous aurons une présentation sur les recommandations clés tirées de notre rapport phare sur les innovations et une intervention de deux innovateurs belges et qui vont justement présenter leur innovation. Sans plus attendre, je passe la main à la phase d'introduction. Avant ça, pour être sûr que tout le monde puisse utiliser ce webinaire, poser des questions, assurez-vous évidemment de couper votre son durant le webinaire afin d'éviter tout l'arsène. Si vous devez demander la parole, vous pouvez cliquer sur le bouton « Lever votre main », mais je pense que pour cette édition, ce ne sera pas en place. N'hésitez pas à communiquer avec notre équipe technique dans la boîte de discussion de l'outil Zoom. Vous pouvez utiliser cette fonction pour vous présenter et discuter avec d'autres participants. Vous pouvez également poser des questions. Ces questions seront relayées à nos intervenants et à la suite de ce webinaire, nous aurons également de vous demander votre avis sur ce webinaire au travers d'un sondage. Les diapositives de ce webinaire seront disponibles après via email. Vous aurez également accès à un enregistrement disponible pendant 48 heures et également l'enquête vous sera envoyée par email. Sans plus attendre, nous passons à l'introduction et les remarques du ministre wallon, Philippe Henry. Merci de m'avoir invité à introduire ce séminaire dont le thème est inspirant pour un ministre de l'énergie et du climat. Il permet de mettre en lumière l'innovation et sa place primordiale dans la transition. On savait déjà que la recherche était nécessaire à améliorer les produits et les procédés. On sait aujourd'hui que la technologie seule ne suffit pas à la transition. Elle doit se faire en intégrant ces innovations dans la société pour qu'elles soient inclusives, et j'y suis moi aussi particulièrement attentif. Alors, les projets qui seront présentés montrent deux situations qu'il faut souligner. D'abord, les personnes les plus précarisées de notre société. Afin de les inclure dans la transition, il faut pouvoir mettre à disposition des solutions prenant en compte un public plus fragilisé, justement. C'est le cas dans les solutions d'isolation collective, dans le développement du renouvelable, dans la gestion énergétique intelligente notamment. L'accompagnement par des équipes spécialisées permettant de faire un relais efficace
avec ces publics est nécessaire, surtout pour aider à la compréhension de ces technologies parfois complexes. Par ailleurs, le développement de solutions à destination des pays émergents, déconnectés du réseau, est également essentiel. J'en suis, comme vous, convaincu. Il est primordial de contribuer au développement de ces régions en mettant nos connaissances et nos capacités techniques à disposition des populations locales. La transition énergétique passe également par ces populations. Dans ce contexte, je suis heureux qu'IRENA puisse donner à la Wallonie une tribune pour pouvoir montrer au monde des expériences prometteuses menées chez nous, en espérant évidemment que notre petite région, petite en surface, mais pas en talent et en solidarité, pourra contribuer de manière significative, en collaboration avec l'agence, à une transition plus juste et plus inclusive. Merci, merci Monsieur Henry pour ces mots d'introduction. Nous passons maintenant à Monsieur Dolph Gillen, directeur du Centre d'innovation et technologie de l'IRENA. Merci Simon. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire qui vous offrira un aperçu de l'approche d'innovation systématique pour intégrer une part plus élevée d'énergie renouvelable variable dans le système électrique, c'est-à-dire l'énergie solaire et éolienne. Je tiens à remercier au gouvernement wallon pour le financement accordé afin de traduire notre étude phare sur le panorama des innovations pour un avenir alimenté par les énergies renouvelables de l'anglais en français. L'IRENA constitue à la fois la plateforme principale pour la coopération internationale, mais aussi un centre d'excellence, un référentiel en matière de politique, de technologie, de ressources et de connaissances financières, ainsi qu'un moteur d'action sur le terrain destiné à promouvoir la transformation du système énergétique mondial. Dans ce contexte, nous esquissions des pistes qui nous permettront de sortir de la crise climatique et de nous orienter vers un monde résilient et plus équitable à travers une transition énergétique basée sur des sources d'énergie renouvelables, dans un autre rapport phare intitulé « Perspectives pour la transition énergétique mondiale ». Cette étude ne mise pas sur des technologies non éprouvées, ni sur d'hypothétiques futures inventions, mais encourage des innovations indispensables au perfectionnement et au suivi de la voie la plus rapide vers la réduction des émissions. L'étude propose une solution plausible au problème de la décarbonisation de tous les usages d'énergie. L'électrification et l'efficacité énergétique sont les principaux moteurs grâce aux énergies renouvelables, à l'hydrogène vert et à une bioénergie moderne et durable. Et plus précisément, l'analyse de l'IRENA montre que plus de 90% des solutions permettront d'atteindre un résultat positif en 2050 reposent sur des énergies renouvelables à travers l'approvisionnement direct, l'électrification avec des ressources renouvelables, l'efficacité énergétique, l'hydrogène vert et la bioénergie avec captage et stockage du carbone. D'ici à 2050, l'électricité sera le principal vecteur énergétique, passant d'une part de 21% de la consommation totale d'énergie finale en 2018 à plus de 50% en 2050. Et en 2050, l'hydrogène et ses dérivés représenteront 12% de la consommation finale d'énergie, pendant que la bioénergie représentera 18% de la consommation totale de l'énergie finale. Par ailleurs, aujourd'hui, le secteur de l'énergie connu par une zone inertie au changement est en train de vivre une transition dynamique. Ainsi, un consensus s'est formé autour de l'idée d'une transition énergétique reposant sur des sources et des technologies renouvelables qui augmentent l'efficacité et la conservation est le seul moyen de nous donner une chance de limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré Celsius d'ici à 2050. Et au cours de cette dernière année, les réseaux ont reçu chaque année une plus grande quantité d'énergie renouvelable
que celle-ci est des combustibles fossiles et nucléaires réunis. Les technologies de production d'énergie renouvelable dominant désormais les nouvelles capacités de production d'électricité à l'échelle mondiale, car elles sont devenues la source d'électricité la moins chère sur de nombreux marchés. Un nouveau record de 260 gigawatts de capacité de production à base d'énergie renouvelable a été ajouté dans le monde en 2020, soit plus de 4 fois celle provenant d'autres sources. Même s'il agit d'une trajectoire prometteuse pour une décarbonisation rapide du secteur de l'électricité, le temps presse et pour conserver une chance de maintenir l'objectif de 1,5 degré, il faudrait amorcer dès maintenant une réduction rapide des émissions. Les solutions innovantes sont en train de remodeler le système énergétique et d'ouvrir de nouvelles voies vers un avenir zéro carbone bien plus rapidement que prévu. Des progrès significatifs ont été réalisés en matière de mobilité électrique, du stockage sur batterie, de technologies numériques et d'intelligence artificielle, entre autres. De nouveaux réseaux intelligents, allant de mini au super réseaux, soutenus par des politiques et des marchés habilitants, améliorant la capacité du secteur d'électricité à faire face à la variabilité des énergies renouvelables. D'ici à 2050, 131 billions de dollars devront être injectés dans le système énergétique qui privilégie des pistes technologiques compatibles à ce point. Mais la bonne nouvelle est que des investissements produiront un retour cumulé qui excède les coûts. Aussi rigoureux et exhaustifs soient-ils, un scénario et les hypothèses qui lui sont associées ne sont toutefois jamais qu'un instrument destiné à éclairer l'élaboration des politiques. Pour faire de cette vision d'avenir de l'énergie une réalité, nous devons repousser les limites des infrastructures existantes conçues pour les combustibles du passé. Ce ne sont pas des décisions qu'on peut prendre à la légère. Il est donc impératif de réconcilier les objectifs de développement économique et humain, les préoccupations en matière environnementale et les canaux de financement. D'où l'importance d'adopter une approche systématique de l'innovation pour intégrer une part plus importante du solaire et de l'éolien dans nos systèmes électriques d'aujourd'hui. Cette approche systématique contient des innovations dans les technologies génériques, des nouveaux modèles économiques, une nouvelle organisation du marché d'électricité, ainsi que de nouveaux modes d'exploitation nécessaires pour accroître la flexibilité des systèmes électriques, comme Elena vous va expliquer aujourd'hui plus en détail. Mesdames et messieurs, je vous en remercie. Monsieur Guillain, merci beaucoup pour ces mots d'introduction. L'étude Perspectives pour les transitions énergétiques mondiales, trajectoire vers l'objectif de 1,5 degré montre que l'avenir de l'énergie se prépare dès aujourd'hui avec les technologies existantes et les solutions en développement, à la fois pour protéger notre planète et réduire les coûts des technologies pour faciliter l'accès à l'énergie des populations les plus fragiles. Il est ainsi capital de miser sur l'innovation technologique pour créer l'énergie de demain. Mais quelle forme prennent ces innovations et quels domaines concernent-elles au juste? Et surtout, quand est-ce qu'elles seront disponibles et à portée de main? Ma collègue Elena Oceanic va vous présenter un aperçu du panorama des 30 innovations issues de notre rapport phare. Elena, c'est à vous. Elena, votre micro n'est pas allumé.
Oui, tout à fait. Maintenant, je crois que vous allez m'entendre. En effet, je demande des contrôles. Voilà. Bonjour à tous. En effet, je m'appelle Elena Ocenik et je travaille dans l'équipe innovation de l'IRENA. Nous sommes basés, en tout cas, le département technologie et innovation est basé à Bonn, en Allemagne. Ce que j'aimerais bien faire pendant les 10 prochaines minutes, c'est vous expliquer un peu plus en détail ce que nous avons fait dans cette étude phare. Mais alors, commençons par l'état d'aujourd'hui en ce qui concerne l'énergie solaire et éolienne. Ce que vous voyez ici, c'est la capacité, la nouvelle capacité installée chaque année, à la fois non renouvelable en gris et renouvelable en bleu. Ce que vous voyez, c'est que pendant les 20 dernières années, la capacité renouvelable n'a pas cessé d'augmenter. Et ça, c'est bien sûr traduit pas seulement dans la capacité installée en termes absolus, mais aussi dans la courbe, dans la ligne que vous voyez. Donc, il y a une tendance croissante. En effet, plus intéressant, c'est de voir qu'en 2020, malgré la crise Covid, c'était une année record pour les énergies renouvelables et nous avons enregistré plus de 91% de cette énergie renouvelable qui est en fait de l'énergie solaire et éolienne. Nous avons déjà entendu en introduction par notre directeur, M. Guillain, que le coût des énergies éoliennes et solaires n'arrête pas non plus de baisser, et ça depuis plus de 10 ans. Donc, il y a un consensus que ces deux énergies, ces deux sources d'énergie renouvelables sont à la base de la transition énergétique mondiale. Afin de respecter l'objectif que nous nous avons donné de garder la température, la hausse de la température mondiale à 1,5 degré, selon nos scénarios, il y a plusieurs options que nous avons à disponibilité pour limiter les émissions de CO2 par an. Et il s'agit notamment de 25% d'énergie renouvelable à travers, par exemple, l'électricité, mais également 25% d'économie en énergie, donc l'efficacité énergétique et l'énergie qu'on ne consomme tout simplement pas. Ensuite, 20% de l'électrification dans les secteurs, dans d'autres secteurs d'utilisation finale autres que l'électricité, c'est-à-dire, juste pour vous donner un exemple, le transport. Et enfin, de l'hydrogène vert, donc produit avec de l'électricité renouvelable et les produits dérivés, ainsi qu'une part moins importante du captage et du stockage, voire de l'utilisation du carbone avec ou sans biomasse. Alors, tout cela nous amène au sujet cœur d'aujourd'hui, c'est que nous devons intégrer ces ressources d'énergie qui sont si importantes, le solaire et l'éolien, dans nos réseaux électriques, dans nos systèmes électriques d'aujourd'hui. Et pour cela, nous avons fait un travail pendant à peu près 3 ans, dans lequel nous avons cherché les innovations qui nous aident à les intégrer. Et ce que vous voyez ici en bleu, c'est le résultat de ce travail que nous avons traduit grâce au financement volontaire du gouvernement wallon en Belgique, entièrement, donc de l'anglais en français, mais nous avons également plusieurs documents qui sont disponibles pour aller plus en détail, malheureusement pour l'instant seulement en anglais. En gros, ce que vous trouverez dans ce projet, c'est un rapport de synthèse, mais également 30 innovations qui sont clés et qui sont réparties dans 4 innovations que Simon a aussi brièvement énumérées. Donc, on parle à la fois de l'innovation dans les technologies génériques, mais également des nouveaux modèles économiques, de l'organisation ou une nouvelle organisation des marchés d'électricité et une nouvelle exploitation des systèmes électriques. Dans ce rapport, vous trouverez aussi une solution de flexibilité qu'on a créée en combinant les innovations. Donc, pour nous, une solution innovante représente la combinaison de plusieurs innovations parmi les 4 dimensions que je viens de citer. Mais vous allez également trouver dans ce projet plus de 200 cas réels qui sont soit testés, soit déjà mis en place à travers le monde, qui nous ont aidés à arriver à cette conclusion et à ce panorama des 30 innovations. Par ailleurs, afin d'aider les décideurs politiques, nous avons aussi préparé une évaluation de l'impact de ces solutions et aussi une estimation du coût de la complexité de mise en œuvre. Et enfin, il y a un plan en 8 étapes pour la transformation des systèmes électriques qui peuvent servir aussi dans le travail
dans les années qui suivent. Mais alors, ce qu'on peut voir aujourd'hui, sur la base de ce travail, c'est qu'il y a 3 tendances clés qui vont nous aider à agrandir, à accroître la flexibilité des systèmes d'aujourd'hui. Et en gros, nous avons l'électrification, et par l'électrification, on veut dire à la fois donner accès à ce consommateur ou à ces citoyens qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'électricité, mais aussi changer de source d'énergie dans d'autres secteurs, comme par exemple le transport. La deuxième tendance est la décentralisation des moyens de production de l'électricité et la numérisation. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que, en gros, la chaîne de la valeur de l'électricité est comme vous la voyez à l'écran. C'est-à-dire, la production suit la demande et les consommateurs payent de l'argent en échange de cette énergie. En revanche, ce qu'on attend de voir demain, grâce à l'innovation, c'est un changement de paradigme. Et on s'attend à voir beaucoup plus d'interconnexions entre les pays, mais également plus d'énergie renouvelable variable, un flux d'informations tout le long de la chaîne de la valeur et des nouvelles technologies comme par exemple du stockage du côté du consommateur, des compteurs intelligents, de la recharge intelligente des voitures électriques, mais également des nouveaux business models comme les agrégateurs. Et dans ce nouveau paradigme, on va voir le flux d'énergie qui va être bidirectionnel, comme on aura aussi des moyens de production d'électricité localisés proches du consommateur, voire on aura des consommateurs qui sont également des producteurs d'électricité, donc d'où le terme consommateur, et le flux monétaire va être également bidirectionnel. Alors, dans les innovations, dans ce panorama d'innovation que nous avons identifié, je disais qu'on a les technologies génériques. Je pense que ce n'est pas nécessaire de parcourir cette liste entièrement, mais pour vous donner un exemple, on parle ici de la recharge intelligente des véhicules électriques, mais également d'autres technologies. Probablement, ce n'est pas si évident de les avoir ici, mais il y a aussi les technologies digitales, comme par exemple l'Internet des objets. La deuxième catégorie, la deuxième dimension consiste dans l'innovation pour le modèle économique. Donc ici, on parle par exemple d'un modèle des propriétés communautaires. La troisième catégorie est l'organisation du marché, comme par exemple le fait d'augmenter la granularité temporelle, voire spatiale des marchés d'électricité d'aujourd'hui. Donc je parle des marchés de gros. Et la quatrième catégorie est l'exploitation du système électrique. Et ici, on trouve par exemple des innovations comme les outils de prévision avancée de la production d'énergie renouvelable variable grâce à des outils avancés météorologiques. Alors, pourquoi c'est important d'adopter une approche que nous on appelle une approche systémique de l'innovation? En fait, le point de départ, ce sont les technologies génériques. Les technologies nous offrent l'opportunité d'exploiter les systèmes électriques d'une nouvelle manière, d'une manière innovante. Mais pour utiliser ces nouvelles technologies, la question se pose comment monétiser cette nouvelle valeur créée. Et soit on a des acteurs du secteur privé qui ont déjà identifié l'opportunité de les utiliser et ils peuvent le faire sans aucun souci, et c'est très bien, mais malheureusement, cela n'est pas souvent le cas. Et à ce moment-là, nous parlons en fait d'un besoin de changer la conception du marché et le cadre réglementaire qui est en place afin de stimuler les investissements dans ces nouvelles technologies. Donc ici, on trouve les innovations que je disais dans l'organisation du marché selon cette approche. Et enfin, l'idée, c'est de dire, avec ces nouveaux flux monétaires créés, nous pouvons réinvestir dans des nouvelles technologies. Donc, on ferme le cercle vertueux, donc attention, pas vicieux, mais vertueux, ce qui est un cas souhaitable. Pour vous donner un cas un peu plus concret, je disais que pour former des solutions, nous devons combiner des innovations dans plusieurs catégories. Et ici, vous avez la gestion du côté de la demande. Donc, par exemple, nous avons l'Internet des objets, qui est une technologie digitale, mais également de la batterie et de la recharge intelligente des véhicules électriques.
Mais cela ne suffit pas, en fait, pour piloter la demande. Pour ça, nous avons également besoin d'un modèle économique, mais aussi d'une organisation de marché qui le permet. Par exemple, des tarifs dynamiques qui permettent en fait de donner un signal prix aux consommateurs. Sans vouloir aller plus en détail, ce que vous allez trouver aussi dans le rapport, ce sont des exemples concrets de l'impact que ce type de solutions peuvent avoir dans certains contextes. Donc, sur la base des projets réels que nous avons étudiés, vous pouvez trouver aussi des résultats, par exemple, de la baisse de la gestion, de la baisse de la consommation d'électricité en utilisant des technologies innovantes. Et c'est soit en kilowattheure, soit parfois en termes d'économie, de réduction des coûts. Enfin, nous avons regardé quels sont les bénéfices et les coûts. Dans cet exemple de la gestion de la demande, on peut s'attendre à ce que les bénéfices en termes d'accroissement de la flexibilité soient très élevés, avec de la flexibilité de quelques minutes à plusieurs jours. En revanche, le coût, ça vient avec un coût et avec un certain niveau de complexité. Et un des défis, pour donner encore une fois juste un exemple parmi les paramètres que vous voyez ici, c'est la volonté des consommateurs de participer à ce genre de programme, ainsi que la garantie de la confidentialité des données, qui est un sujet aussi qui n'est pas négligeable. Alors, nous avons aussi appliqué ce cadre pour la première fois en Suède. Vous voyez ça à gauche, en 2019, le rapport a été publié en 2020, puisque la Suède a un objectif d'atteindre 100% d'énergie renouvelable dans le mix électrique d'ici 2040. Donc, nous avons travaillé avec la Suède plus en détail pour expliquer comment cela pourrait fonctionner. Et nous avons formulé des solutions à implémenter dans ce contexte-là. Mais nous avons également étudié 5 pays en Afrique, un peu moins en détail, mais néanmoins ce travail est disponible sur Internet, sur notre page web, si vous souhaitez apprendre plus sur ça. Et nous développons ce cadre aujourd'hui et nous souhaitons l'appliquer à d'autres pays. Mais je pourrais vous en parler plus si cela présente un intérêt pendant la dernière partie de ce webinaire. Et avec cela, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Elena. Très intéressant panorama des innovations. Nombre de solutions permettent de relever les défis que vous avez évoqués, avec des solutions qui peuvent être mises sur le marché aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, des actions ciblées et pertinentes de la part des gouvernements demeurent essentielles pour soutenir l'innovation et intégrer des solutions émergentes. Pour économiser l'énergie, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et répondre à la demande croissante des consommateurs qui souhaitent agir pour la planète, les entreprises du secteur de l'énergie innovent et accélèrent la transition énergétique. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 2 représentants d'entreprises innovantes qui vont nous présenter leurs solutions. Je vais passer la parole à M. Jérôme de Guillage, Business Development Manager Energy Storage de la société Ruten NES. La société a développé une solution de stockage d'énergie innovante, écologique et durable. Jérôme, vous pouvez maintenant présenter votre solution. Merci. Bonjour à tous, merci Simon. Merci à Irena de nous donner l'occasion de présenter notre solution de stockage lors de ce webinaire. Et merci à tous d'y assister. Alors, la société Ruten New Energy System est une PME wallonne basée non loin de Liège. Elle a été fondée en 2013 par la Ruten Électromécanique. Ruten Électromécanique, c'est une société qui, depuis plus de 35 ans, a toujours basé son développement sur l'innovation et la recherche de solutions simples, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, aussi bien en Belgique qu'à l'international. La société détient plus de 35 brevets et a commercialisé ses solutions un peu partout. Suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors moi, j'aime à dire que notre histoire est une histoire de turbines. Depuis longtemps, on a créé plusieurs solutions innovantes, et, donc voilà, comme par exemple les turbines de grenaillage à haut rendement. Nous avons aussi fait des projets d'électrification en Afrique avec des hydroliennes, donc des générateurs électriques flottants. En Belgique,
Nous avons construit et nous opérons plusieurs centrales hydroélectriques flottantes qui permettent de profiter de très basses chutes du fait qu'on n'a pas besoin de génie civil. Ensuite, Ruten NES qui était créé pour développer des solutions énergétiques spécifiques dans le stockage et dans la cogénération. Suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Ruten NES, quant à elle, développe la solution de stockage que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme le disait Elena dans sa présentation, le recours de plus en plus important aux énergies renouvelables et l'augmentation croissante de leur pénétration dans nos réseaux a mis en évidence le besoin de gérer au mieux l'intermittence des ressources renouvelables. Alors, outre la consommation flexible ou l'interconnexion des générateurs, le lissage de la production, le stockage est devenu nécessaire afin de valoriser avec efficacité les ressources comme le solaire ou l'éolien. Alors, parmi les multiples solutions de stockage, le transfert d'énergie par pompage, donc les stations de pompage du turbinage, les STEP, est la technologie la plus répandue et la plus éprouvée. Elle permet de stocker de grandes quantités d'énergie par l'intermédiaire de l'eau, mais elle reste dépendante d'une topographie et ne peut donc être installée partout. Ce qu'on a fait en développant notre système de stockage, on s'est inspiré de cette technique, mais on l'a miniaturisée, on l'a en quelque sorte mise en boîte et on a fait en sorte qu'elle devienne géographiquement indépendante. Alors, bien qu'à terme, elle pourra jouer un rôle dans la stabilisation des réseaux, elle a été en premier lieu développée en vue d'apporter une solution de stockage durable et efficace pour les applications en site isolé. Suivant, s'il vous plaît. Alors, notre solution s'appelle le DANI, pour Day and Night. Donc, c'est une solution qui veut fournir de l'électricité 24 heures sur 24. Comme le disait Simon en introduction, c'est un système qui se veut innovant, écologique et durable et qui utilise une technologie différente de celle des batteries. C'est une technologie qui a été brevetée internationalement et on peut la qualifier d'hydropneumatique dans le sens où l'énergie est stockée sous forme d'air comprimé par de l'eau qui elle-même est mise sous pression. Et cette eau est ensuite restituée par le biais d'une turbine hydroélectrique à rendement constant. Alors l'ensemble est conteneurisé, donc modulable, ce qui nous permet de créer des systèmes en fonction des besoins et d'ajuster le nombre de conteneurs pour atteindre la puissance et la capacité de stockage nécessaires. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc je vous présente un petit peu les avantages au niveau des performances de système. C'est une solution décentralisée, donc, comme je le disais, donc elle est géographiquement indépendante. Elle est facilement transportable, montable et démontable. On a le gros avantage que l'énergie stockée est utilisable à 100%, donc il n'y a pas une profondeur de décharge limite recommandée. Il n'y a pas d'autodécharge, une fois que le système est chargé, il reste chargé. Il n'y a pas de dégradation de la capacité au fil du temps. Donc, le nombre de cycles est virtuellement illimité. Alors, comme les éléments qu'on utilise sont des pompes et des turbines, ce sont des composants dont la fiabilité et la durabilité ont déjà été démontrées dans de nombreux secteurs de l'industrie et dont la durée de vie est assez longue et comparable à celle des STEP. Donc, à savoir plusieurs dizaines d'années pour une station de pompage, on pense se situer dans cette zone-là aussi. La maintenance du système est relativement simple et légère, peu de pièces d'usure ou de vieillissement. Il a aussi l'avantage de pouvoir fonctionner à température élevée, ça ne l'affecte pas. Il n'y a pas besoin de ventilation, de climatisation, et par conséquent, il n'y a pas non plus d'énergie détournée. Voilà, en dernier lieu, c'est aussi quelque chose, c'est un système qui ne chauffe pas, donc il n'y a pas de perte thermique non plus. Suivant. Alors, au niveau environnemental, évidemment, c'est une solution de stockage électromécanique et non électrochimique. Et du coup, elle n'emploie que des composants inertes, donc de l'acide, de l'air et de l'eau.
Ils sont donc non polluants et totalement et facilement recyclables. Comme je le disais avant, la durée de vie du système peut atteindre 50 ans. C'est un système qui ne consomme rien en particulier, donc pas d'huile, pas de fioul, pas d'électricité bien sûr, et qui ne produit pas non plus de gaz comme de l'hydrogène ou du CO2, et qui ne produit pas de déchets. Au niveau des risques d'incendie, des explosions et tout ça, il n'y a pas non plus trop de risques, donc c'est un autre avantage. Et comme tel, il n'est pas classé comme marchandise dangereuse pour le transport. Le système est de plus très silencieux si on compare par exemple à un groupe électrogène. Quand vous êtes en face du module de puissance et que les portes du conteneur sont fermées, on n'entend pour ainsi dire rien. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc comme je le disais plus tôt, nous on a développé un système de stockage, mais ce qu'on recherche surtout, c'est produire de l'énergie en site isolé 24 heures sur 24. Donc on avait besoin du stockage. On a déterminé que la meilleure façon de faire ça, c'était de coupler un générateur photovoltaïque à notre solution pour assurer aux usagers une fourniture d'énergie jour et nuit, 24 heures sur 24. Donc, comme vous voyez sur l'illustration, en plus, les conteneurs peuvent servir de support aux panneaux photovoltaïques. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, ça, si c'est pour ceux que ça intéresse, nous avons ici, à côté de notre siège social, un démonstrateur. Donc évidemment, on est sur la Belgique, mais on a pris soin de sélectionner une parcelle qui n'était pas raccordée au réseau. Et donc ça nous permet de faire une démonstration à nos clients, aux visiteurs, et de démontrer un peu le concept et de voir comment ça fonctionne en vrai. Voilà, donc en gros, normalement, durant la journée, une partie de l'énergie est stockée, et elle est restituée soit la nuit, soit pendant la journée s'il y a des pics de consommation qui le justifient. Suivant, s'il vous plaît. Alors, je vais vous parler un petit peu des projets qu'on a en cours aussi, parce que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, ce que j'ai présenté, ce sont des systèmes de petite capacité, petite puissance, mais on se rend bien compte que même dans les pays du Sud, même dans les endroits où le réseau n'est pas fiable, il y a encore beaucoup d'applications en site isolé. On peut avoir des clients industriels ou des applications commerciales qui ont besoin de plus d'énergie, de plus de puissance. Donc, on développe un nouveau système qui fonctionnera à plus haute pression et qui permettra d'offrir des capacités de stockage à partir de 250 kWh. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, là, vous avez une idée de la gamme de produits que nous offrons actuellement. Alors, nous offrons deux capacités en basse pression et nous développons donc les capacités en plus haute pression qui pourraient atteindre 2500 kWh de capacité de stockage avec des puissances plus élevées. Donc, pour vous faire une idée, les conteneurs que vous voyez en dessous du tableau, ça représente un système de stockage de 500 kWh. C'est des conteneurs de 40 pieds. Suivant, s'il vous plaît. Voilà, en guise de conclusion, c'est un peu là où on se positionne sur le marché. Et pourquoi on se positionne, c'est parce que, par expérience, on a remarqué qu'en système isolé, souvent, les causes du dysfonctionnement des mini-réseaux étaient le vieillissement prématuré ou la défaillance du système de stockage électrochimique, c'est-à-dire les batteries. Il y a plusieurs raisons. On est souvent dans des zones tropicales, la température est élevée, parfois l'usage qu'on doit faire du système de stockage n'est pas correct. Et ça fait que l'élément stockage meurt prématurément. Alors, le coût du remplacement de ces éléments de stockage est assez élevé, il n'est souvent pas prévu. Et ça a pour conséquence que les usagers qui s'étaient habitués au service électrique se retrouvent sans rien. Et c'est ce qui nous a marqué, c'est ce qui nous a poussé à essayer de trouver quelque chose de plus durable qui va permettre au système finalement complet, parce qu'une fois que l'élément de stockage est défaillant, on ne sait plus assurer le service, même si le générateur fonctionne encore. Donc c'est vraiment ce qui nous a poussé à essayer de développer ce produit pour offrir vraiment quelque chose de plus durable.
Donc, pour l'instant, comme j'expliquais en première phase, on cherche à alimenter des communautés isolées. Les projets qu'on développe se font sur des petites communautés qui n'ont pas accès à l'électricité ou qui sont parfois connectées à un micro-réseau, soit alimenté par un groupe électrogène qui n'est pas toujours non plus une bonne solution, ou alors par un système d'énergie renouvelable, mais dont l'élément stockage est défaillant. Dans une deuxième phase, et là c'est là qu'interviendra la gamme plus haute pression, plus haute capacité de stockage, on vise des clients industriels dans des pays dans lesquels le taux de disponibilité du réseau est faible, le coût de l'électricité est élevé et le service pas toujours fiable non plus. Donc voilà, c'est un peu la présentation de notre produit, de notre activité. Je vous remercie de votre attention et je reste à vos dispositions si vous avez des questions par la suite ou pendant le débat. Merci. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation succincte mais très informative sur vos innovations. L'énergie hydraulique est aujourd'hui la première source électrique renouvelable. Elle est prévisible, modulable et stockable. Cette dernière caractéristique deviendra d'autant plus nécessaire que les énergies intermittentes, comme celle du vent ou du soleil, prendront de l'ampleur. Je me permets de rappeler que l'IRENA également a établi des cadres de collaboration, notamment sur l'hydroélectrique, qui sert de véhicule pour le dialogue, la collaboration et l'échange de connaissances sur l'ensemble des thématiques hydro entre les 166 membres de l'IRENA. La transformation radicale du mix de production électrique qu'a évoqué le directeur Doug Gillen devrait également conduire progressivement à une évolution des flux, engendrant dans certaines zones des besoins d'évolution des réseaux publics électriques. En effet, le réseau de transport et de distribution relie les producteurs aux consommateurs en réalisant une prouesse, assurer à chaque seconde l'équilibre entre la production et la consommation, entre importation et exportation. On a le plaisir aujourd'hui également d'avoir avec nous M. Frédéric Lefebvre, Head of Marketing Expertise chez Ores, qui est le premier gestionnaire wallon de réseau de distribution dans les 200 communes de Wallonie, qui va évoquer avec nous le projet Soccer. Frédéric, c'est à vous. Là, bonjour à toutes et à tous et merci de nous permettre de présenter ce projet. Alors, Ores, en deux mots, c'est avant tout un partenaire des pouvoirs publics et des pouvoirs publics locaux notamment. Ores gère le réseau de distribution d'électricité, de gaz, mais aussi le réseau d'éclairage public de 200 communes wallonnes. 2300 collaborateurs travaillent pour l'entreprise, répartis à travers une trentaine de sites. Alors, ce qui est important de dire, c'est que notre vision de notre activité, c'est de permettre une transition énergétique pour tous et de proximité. Et ces mots ont toute l'importance que, bien sûr, il y a la transition énergétique, mais on souhaite qu'elle soit accessible à tous. Et on souhaite aussi qu'elle soit de proximité. Notre rôle de distributeur, c'est un rôle qui est aussi local, de contact et de proximité avec le client consommateur sur le réseau. Vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Alors, pour recadrer le contexte, mais je pense que vous le connaissez déjà, mais l'objectif renouvelable dans le mix énergétique, c'est 32% en Europe en 2030 et au niveau wallon, c'est 20% en 2030, pour tendre ensuite vers une économie décarbonée en 2050. Mais si vous allez au slide suivant, vous verrez que cette transition énergétique-là, c'est un objectif ambitieux, mais il faut tenir compte de certains éléments factuels. Et pour ce qui concerne la Wallonie, mais ce n'est pas la seule région d'Europe ou du monde qui est concernée, il y a un taux de précarité énergétique qui est élevé. Alors, il y a différentes façons de définir ce qu'est la précarité énergétique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Wallonie, il y a près d'un consommateur sur 3 qui est dans une situation de précarité énergétique. C'est-à-dire qu'un tiers des ménages, 30% des ménages environ, soit n'ont pas les moyens d'avoir toute l'électricité ou l'énergie dont ils ont besoin, soit ne savent pas payer leurs factures, etc. Il y a d'autres cas de figure. L'inclusion sociale est, selon Ores, nécessaire pour réussir la transition énergétique. C'est-à-dire que sans inclusion sociale, 30% de la population pourrait ne pas participer à la transition et donc on va échouer sur les objectifs qui ont été présentés précédemment. Inclure la population en précarité, c'est aussi parfois avoir accès, permettre à des gens de consommer du renouvelable, mais aussi installer du renouvelable où ils ne seraient pas installés en d'autres termes.
Ça nous conduit alors, et vous pouvez passer au slide suivant, au projet Soccer. Alors, Soccer, ça n'a rien à voir avec le football, même s'il a été soumis ce projet à une époque où on espérait que l'équipe nationale belge allait faire de bons résultats et meilleurs qu'est-ce qu'elle l'a fait. Mais Soccer, c'est l'acronyme qui veut dire socio-économie des communautés d'énergie renouvelable. En fait, ce projet, il a pour but de définir des recommandations en matière de cohésion sociale comme facteur de réussite de la transition énergétique. Donc, on veut définir des bonnes pratiques dans un contexte particulier qui est celui des communautés d'énergie renouvelable, qui est une notion définie par l'Europe qui permet de mutualiser des moyens de production au niveau d'une collectivité et de partager l'énergie produite. Alors, cette notion de communauté, on essaye de la mettre en œuvre. Elle n'est pas encore transposée aujourd'hui, elle est en cours de transposition dans la législation régionale wallonne. Et on essaye, sur base de laboratoires vivants, de tester des niveaux d'inclusion sociale différents. Et le slide suivant, je vais essayer de vous le présenter. Donc, on essaie d'avoir une approche holistique qui est à la fois qui touche l'inclusion sociale, mais également les performances environnementales et techniques, bien entendu, et l'inclusion économique. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? À travers 3 démonstrateurs qui sont situés, 3 laboratoires vivants qui sont situés à Verviers, à Anse et à Chapelle-Lère-Lémont, on va essayer d'appliquer sur le terrain cette inclusion sociale sur des projets de communautés d'énergie renouvelable, mais je ne l'ai pas précisé parce que c'est un élément secondaire, mais quand même important du dossier, également sur des questions de mobilité partagée, parce que la mobilité est un volet important des besoins en énergie et également des émissions de CO2 aujourd'hui. Si on se tourne vers une mobilité verte partagée, eh bien, ça permettrait également d'aller dans la bonne direction. Pourquoi partager? Parce que les nouveaux véhicules parfois coûtent plus cher et l'évolution technologique et la réduction des émissions des véhicules a aussi un coût. Je ne vais pas m'étendre sur la liste des partenaires et parrains, mais il faut retenir qu'il y a des universités, également des bureaux d'études, des collectivités locales, qu'il s'agisse des communes ou également de sociétés de logement public. Et puis, le régulateur wallon en est également partie prenante, parraine également le projet, ainsi que d'autres. Et je voudrais au passage remercier la région wallonne qui a soutenu ce projet, qui a permis à ce projet de voir le jour. Voilà, je vais essayer de vous présenter les 3 démonstrateurs très rapidement pour vous donner quelques éléments. Vous pouvez passer au slide suivant. Donc, sur le premier démonstrateur, donc c'est quelque chose qui est tout simple. C'est bêtement 4 immeubles de logements sociaux qui représentent 24 locataires sociaux à Verviers, où on va équiper les logements avec du photovoltaïque et on va accompagner les clients, donc les consommateurs concernés, par un accompagnement sociologique pour voir comment est-ce que ce partage d'énergie peut fonctionner, quelle est leur réaction. Alors, ça paraît simple, mais parfois c'est difficile de comprendre l'impact sur la facture, même si ici, l'investissement est mis à leur disposition gratuitement, mais l'impact sur la facture, les mécaniques tarifaires, on en a parlé tout à l'heure, Madame Océanique en a parlé en disant qu'il faut imaginer de nouveaux modèles de marché. Les communautés d'énergie en est un, mais c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement simple. Il y a d'autres barrières que la compréhension. Il y a parfois des modèles, et parfois, dans ce cas-ci, la langue peut être un problème, mais on va essayer d'établir un certain nombre de recommandations. Ce projet-ci, ce pilote-ci, ce laboratoire-ci, est un petit laboratoire, donc 24 locataires, 4 immeubles, c'est vraiment quelque chose de petit où finalement on ne joue pas vraiment l'inclusion sociale, mais c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer sur les autres laboratoires. Ici aussi, comme on va assez bien maîtriser tous les éléments techniques, on va venir dans un second temps avec un élément de flexibilité. Là aussi, comment c'est appréhendé cette question de flexibilité par un client dans une situation de précarité. Donc, est-ce qu'il a des possibilités de déplacer ses consommations et comment est-ce qu'il comprend ça? Ça, c'est un second volet. Ce laboratoire-ci a donc un niveau d'inclusion sociale faible et surtout une approche sociologique au niveau des communautés d'énergie renouvelable. Le laboratoire suivant, qui est présenté sur le slide suivant, a déjà une dimension supplémentaire et concerne en fait
une cité sociale. Donc, vous voyez sur l'illustration qui est à droite, c'est une cité principalement de logements sociaux, donc il y a 367 logements principalement sociaux. Et il y a à côté de cette cité, c'est entouré par un bleu notamment, plusieurs bâtiments publics qui vont être équipés de photovoltaïques. C'est la communauté, enfin la ville de Anse qui a décidé d'investir en panneaux photovoltaïques. Et donc la question est de voir, est-ce qu'il y a une volonté des citoyens voisins de participer à une communauté qui sera alimentée par ces moyens de production. Il faut savoir que la ville va équiper toute la toiture et qu'ils ne pourront pas tout consommer de façon synchrone. Et probablement que là, il y a quelque chose à faire avec les riverains. Là, l'inclusion sociale est supérieure puisqu'on n'impose pas à la clientèle une solution qui était pensée par nos ingénieurs, mais on va commencer à les associer pour voir comment est-ce qu'ils veulent participer, comment est-ce qu'ils vont s'organiser, et à côté de l'accompagnement sociologique, mais il y a des modèles technico-économiques à définir. Comment est-ce que, bon, même si le financement initial est public par la commune, comment est-ce que ça va fonctionner? Comment est-ce que la prise en charge des différentes parties prenantes sur la facture va être réalisée, etc. À côté de ce volet communauté d'énergie, on va également permettre aux citoyens, s'ils le souhaitent, de mettre en place une solution relative à une mobilité verte partagée. Clairement, ça pourrait être un véhicule électrique qui peut être alimenté à partir de cette unité avec une borne ou plusieurs bornes de recharge et voir comment ils souhaitent ou ils pourraient troquer leur véhicule qui est parfois et même souvent assez vieux et assez polluant par un véhicule partagé qui serait plus vert. Sur ce démonstrateur-là, on étudie à la fois les volets sociologiques, économiques et techniques, à la fois pour les aspects communauté d'énergie renouvelable et mobilité. À partir des enseignements qu'on va tirer de ce projet-là, on va encore essayer de monter un niveau d'inclusion sociale supplémentaire et on va tester nos recommandations. Ce sera le slide suivant, sur la population d'une commune entière, sur 15 000 habitants environ, la commune de Chapelle-l'Air-les-Monts. C'est dans le centre de la Wallonie, en Hainaut. On va essayer de voir comment nos recommandations fonctionnent pour encore les adapter. Et ensuite, notre but ultime est de pouvoir les généraliser à toute la Wallonie. Donc, savoir comment est-ce qu'on peut aider les citoyens à se fédérer ensemble, c'est-à-dire plus uniquement le public précarisé, plus uniquement le public précarisé à qui on apporterait une solution technique, mais partir de rien finalement pour implémenter les énergies renouvelables, d'autres solutions technologiques. Et ce n'est pas un projet qui est d'innovation technologique, mais nous sommes intimement convaincus que cette innovation sociale et sociétale est nécessaire pour compléter des super innovations telles que celle qui a été présentée par Rutten précédemment, même si ce n'est pas dit qu'on l'appliquera ici dans nos projets, mais on pense vraiment que c'est complémentaire et que les deux sont nécessaires pour réussir la transition énergétique. Alors, dans ce cas-ci, on va laisser l'initiative aux citoyens, aux autorités locales, on les encadre et on les accompagne, bien entendu. C'est tout type de logement et de profil d'habitants. On est en train de réfléchir au modèle économique, on part de rien, je vais dire. Est-ce qu'on doit s'orienter plutôt vers des systèmes coopératifs ou un financement initial public ou même des garanties bancaires publiques avec une intervention des citoyens? Comment est-ce qu'on va gérer les défauts de paiement, etc. Parce que ça va arriver avec les clients précarisés dans certains cas. Mais on doit partir de ça et essayer d'imaginer finalement comment on peut avoir cette transition inclusive, tant pour la production d'énergie que pour la mobilité. Je propose, pour ne pas m'attarder, d'arriver au slide suivant, qui est finalement un slide de conclusion. Qu'est-ce qu'on essaye de faire dans ce projet? On essaye d'avoir des recommandations qu'on va pouvoir généraliser partout en Wallonie pour que partout, on ait des communautés inclusive, une transition inclusive, qu'on ne laisse pas une partie, et je vous ai dit 30% de la population, c'est beaucoup, une partie de la population au bord du chemin, qu'ils soient associés, qu'ils sont partie prenante et voir comment la solidarité peut jouer dans l'intérêt collectif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Wallonie, les gestionnaires de réseaux de distribution, notamment Ores, nous couvrons environ 80% du territoire, et le second plus gros gestionnaire de réseau, RESA, ont des obligations de service public qui ont un coût important et finalement qui sont
qui ne favorisent pas encore cette transition énergétique. Et les études économiques qu'on va faire dans ce projet pourraient peut-être permettre d'orienter les budgets qui sont importants actuellement alloués vers une nouvelle forme de solidarité ou de redistribution qui intègre davantage le renouvelable. Alors, nos travaux ont démarré début 2021 et sont un peu encore perturbés avec tous les impacts liés au coronavirus, au confinement, etc. Mais on a déjà quelques résultats intermédiaires et on fera un premier rapport intermédiaire assez conséquent fin 2022. Et puis, on devrait avoir un guide de bonne pratique disponible à la fin de l'année suivante et qui nous permettra, on l'espère, de généraliser cette inclusion sociale partout en Wallonie et pourquoi pas ailleurs en Europe ou dans le monde. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je voulais à nouveau vous remercier de nous avoir invités et je suis bien entendu disponible pour toute question. Merci beaucoup Frédéric. Encore une fois, très intéressant, à la fois le projet Soccer. J'aurais également espéré que la Belgique puisse remporter une coupe prochainement, mais très intéressant sur l'inclusion sociale. Aujourd'hui, on a vu finalement que cette transition énergétique inclut des innovations en termes de technologie, énergie renouvelable, plus de flexibilité, hydrogène vert, hydro de petite et de grande taille évidemment, mais également sur les innovations de l'accès à l'énergie via les réseaux de distribution dans différentes géographies qui mettent en lumière finalement les enjeux d'une transition plus juste et inclusive. Je rappelle que les innovations technologiques et de marché sont nécessaires pour réduire les émissions de 45% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010, ce qui exige foncièrement une accélération de ce qu'on fait aujourd'hui, comme le demandent les scientifiques du GIEC. Au niveau européen, les émissions de gaz à effet de serre doivent réduire de 55% à 2030, avec une augmentation de 40% à 40% de la part des énergies renouvelables. Notre étude WITO des perspectives mondiales montre un investissement autour de 131 milliards de dollars à l'horizon 2050, justement, qui va développer justement l'accès aux capitaux, l'accès aux déploiements internationaux des innovateurs, comme on a vu aujourd'hui, Jérôme et Frédéric. On a reçu quelques questions durant les différentes interventions. Je vais peut-être commencer par ma collègue, Madame Ochénik. Vous avez rappelé un certain nombre d'innovations très importantes à la fois sur les technologies clés et génériques. Une question est arrivée de dire est-ce qu'il y a des innovations qui sont arrivées entre le moment où vous avez produit cette étude qui peuvent également être intégrées justement dans cet aspect d'innovation qui vont favoriser justement une plus grande flexibilité et une augmentation de la part des énergies renouvelables sur un réseau? Oui, merci beaucoup Simon pour cette question. En effet, notre objectif à la base était de regarder comment on peut augmenter la flexibilité dans les systèmes électriques actuels. Mais à la fin du projet, on est arrivé à la conclusion, et c'est surtout en appliquant cette approche systémique en Suède et surtout dans les 5 pays africains que j'ai mentionnés tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres objectifs qu'on pourrait étudier plus en détail en cherchant des innovations dans le monde. Et je pense qu'on a entendu déjà aujourd'hui quelques innovations que nous n'avons pas couvertes à la base, mais ce sont des innovations sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Par exemple, le financement. Donc, on a parlé innovation technologique, on a parlé marché, on a discuté exploitation du système et également des modèles d'affaires, mais il y a la question de financement et c'est surtout dans le contexte où on veut donner accès à l'électricité à des citoyens qui n'en ont pas. Donc là, on parle aussi d'un autre objectif, au-delà de la flexibilité des systèmes, comme par exemple la résilience des systèmes. Donc, on a ici 2-3 éléments qui sont étudiés plus en détail aujourd'hui dans notre équipe et sans vouloir dire trop, nous allons avoir une deuxième édition de ce panorama d'innovation et là-dedans, on va se concentrer plus sur les aspects électrification, d'autres secteurs d'utilisation finale d'énergie, comme par exemple le transport, mais aussi l'industrie. Donc oui, il y en a d'autres innovations, ce n'est pas une liste exhaustive, mais je rappelle encore l'objectif. L'objectif de cette étude était d'identifier les innovations clés pour intégrer plus de solaire et d'énergie
et trouver surtout la flexibilité des systèmes aujourd'hui. J'espère que cela répond à votre question. Merci beaucoup. Merci Léna. C'est très intéressant de savoir qu'il y aura une deuxième édition du panorama mondial des innovations sur les secteurs finaux, et je pense qu'il y aura beaucoup d'informations utiles pour le développement de ces solutions. On avait également une question pour Jérôme. Jérôme, on a pas mal, et on est très ravis de les accueillir, pas mal de participants du continent africain, et notamment sur les technologies hydrauliques, un petit peu. Quels sont les enjeux de perception sur l'intégration de ces solutions? Notamment, on pense peut-être en Afrique, l'accès à l'eau peut être compliqué. Est-ce que ces solutions coûtent de l'eau, ou est-ce qu'elles sont justement économes en eau? Elles peuvent justement permettre le développement de ces régions quand elles sont intégrées justement de manière durable. Vous m'entendez? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Parce que je n'étais pas certain que mon micro fonctionne. Oui, ok. Très bien. Alors, effectivement, puisque qu'on s'oriente quand même sur les pays du Sud, amener de l'électricité dans des zones où on sait qu'il y a souvent un problème parallèle d'accès à l'eau, ce serait un peu paradoxal d'avoir besoin d'eau. Donc, effectivement, notre système fonctionne avec de l'eau, mais il fonctionne en circuit fermé. Donc de la même façon que dans le circuit de refroidissement d'une voiture, il ne va pas y avoir besoin d'un appoint d'eau, sauf évidemment s'il y a une fuite, mais ce qui ne reflèterait pas un fonctionnement normal. Alors, notre système est rempli d'eau et nous le remplissons nous-mêmes en usine. Premièrement parce que parfois il y a des endroits qui peuvent être désertiques ou des endroits où l'accès à l'eau est difficile, où la qualité de l'eau n'est pas suffisante. Donc pour éviter tous ces problèmes-là, nous le remplissons nous-mêmes. Et d'autre part, nous le remplissons nous-mêmes aussi parce que l'eau est passivée, c'est-à-dire qu'on ajoute un produit qui va immuniser les éléments métalliques du circuit contre la corrosion. Alors, de là peut décoller une autre question. On peut se dire, oui, d'accord, donc les conteneurs, enfin, les cuves, tout ça est rempli d'eau, mais ça se transporte. Oui, ça se transporte parce que finalement, le poids d'eau qu'il y a dans les conteneurs qui représentent les volumes de stockage est inférieur à ce qu'on appelle la max load, donc la charge maximale autorisée pour le transport d'un conteneur. Donc, ça résout le problème. Nous remplissons en usine. Il n'y a pas d'appoint à faire, donc ça tourne en circuit fermé, l'eau est là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'eau à niveau local, ce qui pourrait être un problème dans les zones particulièrement arides, par exemple. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, très intéressant de savoir justement que on a des solutions économes, efficientes sur la consommation d'eau, qui peuvent être un enjeu dans des solutions, dans des régions avec des climats arides. Frédéric, vous avez fait une très belle présentation sur justement l'accès à l'énergie, les enjeux avec les populations les plus vulnérables. L'une des questions qu'on a eues, c'était justement comment l'accompagnement de la mutation des réseaux vers une plus grande, une énergie plutôt décentralisée fait évoluer les comportements des consommateurs. Est-ce que vous avez noté justement dans votre étude, est-ce qu'il y a un changement justement via des comportements en termes de consommation, en termes de compréhension des enjeux avec les solutions d'énergie renouvelable, et également quand il y a des solutions, vous avez parlé des enjeux liés justement à l'accès à l'énergie. Comment est-ce que l'entreprise Orez répond à ces enjeux et comment accompagne la mutation des systèmes électriques en Wallonie? Alors, c'est un sujet sur lequel on avance. C'est un sujet qui n'est pas simple. À titre d'exemple, aider le consommateur à comprendre le caractère synchrone nécessaire de sa consommation d'énergie par rapport au moment où elle est produite, c'est quelque chose qui n'est pas évident. La notion de kilowatt-kilowattheure n'est pas simple. Aujourd'hui, spontanément, rien ne se passe. Pour l'ensemble des clients d'ailleurs, pas uniquement pour les clients précarisés. On a déjà essayé de faire
même en modifiant les tranches horaires, ce qu'on a déjà fait sur des projets pilotes par le passé pour les faire coïncider avec la production photovoltaïque. Je pense à un projet qui s'appelait gestion active de la demande. Eh bien, sans automatisme, sans automatisation, rien ne se passe. Aujourd'hui, on travaille davantage sur une évolution tarifaire avec des signaux tarifaires qui vont indiquer aux consommateurs à quel moment il pourrait idéalement consommer pour augmenter sa flexibilité et essayer d'orienter sa consommation davantage vers les moments où le renouvelable est nécessaire. Alors, ces signaux tarifaires-là, ils doivent être accompagnés d'un automatisme, vous en avez parlé, et c'est notamment un des éléments qu'on va tester dans le premier laboratoire dans un second temps à Verviers pour voir finalement est-ce que le client précarisé va répondre différemment. Il est clair que le client qui a moins de moyens de flexibilité, peut-être parce qu'il consomme moins, ben c'est peut-être plus compliqué pour lui aussi. Et on doit tenir compte dans ces révisions, cette évolution tarifaire, ben de ce fait-là, de ne pas le pénaliser une deuxième fois parce qu'il n'a pas une grosse consommation et qu'elle est moins flexible. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Non, c'est intéressant, c'est des sujets, on va dire, d'actualité, hein. L'évolution des comportements et justement l'adaptation à l'échelle où on aura plus d'autoconsommation, des choses comme ça. C'est très, ça met en lumière les enjeux que vous rencontrez en tant qu'acteur de la distribution d'énergie. Merci beaucoup. On a encore le temps pour quelques questions. Jérôme, on avait une question parce que vous avez expliqué le modèle finalement d'amener ces innovations sur le marché avec des solutions clés en main. Une question portait justement sur les aspects d'opération et maintenance. Quels sont les acteurs qui le font? Quels sont les enjeux en termes de coûts, de formation et un petit peu l'ordre de grandeur? Parce qu'on parle de 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'était la question qui était venue, je pense plutôt sur comment est-ce que vous apportez ces innovations sur le marché? Oui, effectivement. On parle de 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, c'est vrai qu'on se compare quand même assez fortement au pompage-turbinage, hein, si ce n'est qu'on n'a pas besoin d'une géographie particulière, on n'a pas besoin d'un deltage puisqu'on le crée nous-mêmes en comprimant l'air. Alors, pour ce qui est des opérations de la maintenance, comme je l'expliquais dans ma présentation, la maintenance est relativement simple et légère. Donc, d'un côté, nous utilisons des pompes, de l'autre, des turbines. Hein. Si vous voulez, la charge se fait avec une pompe, la décharge se fait avec une turbine. Alors, ces éléments-là, ils ont fait leurs preuves depuis longtemps. Au niveau de la maintenance, les turbines, il y a une vérification des paliers à faire de façon périodique avec une vérification. Maintenant, par rapport à une centrale hydroélectrique, comme on tourne en circuit fermé, nous n'avons pas les risques de sédiments, de pierres, de sable qu'on pourrait trouver dans l'eau, qu'on retrouve dans l'eau dans une centrale classique et qui peuvent abîmer la turbine. Donc ça, c'est un risque en moins, hein, ce qui pourrait supposer des opérations de maintenance curatives, on dirait. Et au niveau des pompes, voilà, ce sont des pompes qui sont relativement fiables. Il suffit de changer les joints. Toutes les 20 000 heures, donc si la pompe fonctionne la moitié du temps, hein, parce qu'on n'est pas toujours en phase de charge, ça veut dire qu'on doit faire ça tous les 4-5 ans. C'est quelque chose qui est relativement simple à faire, qui prend une paire d'heures et qui peut être fait par une personne qui serait formée par nos soins. Ce n'est pas quelque chose de très difficile à faire. Voilà. Après, pour le reste, bon, comme on aime intégrer le système complet en tant que génération d'énergie, un service énergétique. Évidemment, on intègre aussi la partie générateur, donc il y a la partie photovoltaïque avec les connexions. Donc, tout ça, c'est des maintenances classiques avec une vérification des connexions, une thermographie éventuellement. Dans les pays du Sud, on recommande aussi une vérification des systèmes de surtension, puisque c'est des zones où il y a quand même pas mal d'impact de foudre. Donc voilà, globalement, au niveau de l'opération et de la maintenance. Alors, pour en revenir à la partie de la durée de vie,
Oui, évidemment, la société a été créée en 2013, on a développé ces solutions-là, donc on ne peut pas prétendre que ça fait 50 ans que ça existe. Mais on sait que les éléments style pompe et turbine sont des éléments dont la fiabilité, la durabilité ne sont plus approuvés et on profite de ça, justement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu intégralement à votre question. Merci Jérôme, non, c'était tout à fait dans les clous, justement sur les défis à relever quand on est innovateur, de s'intégrer dans des modèles d'affaires pour justement que ces solutions se développent. Merci beaucoup. Je vois qu'on a encore quelques questions, mais dans tous les cas, l'IRENA se fera fort de répondre aux questions par écrit qui ont été soulevées. On a eu quelques questions, notamment sur est-ce que l'IRENA est présente en Afrique. Oui, l'IRENA a 166 membres, dont quasiment l'ensemble des pays africains, et justement travaille avec des acteurs de l'innovation, avec les pays et les régions et les territoires concernés pour justement mettre en lumière les besoins en termes de développement et justement de renforcement sur certains secteurs. Je pense qu'on n'a pas trop de temps pour conclure. Je voulais déjà remercier énormément l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui qui nous ont rejoints. Merci beaucoup au service public de la Wallonie et la Direction générale territoire, logement, patrimoine, énergie, notamment Marie pour la collaboration et le soutien de ces études et de ces travaux. On est ravis de pouvoir mettre en lumière les innovations de la Wallonie dans ce domaine. Un grand merci également à l'ensemble des acteurs de ce webinaire d'aujourd'hui, notamment Elena. Je voulais peut-être remettre les clés à Elena, puisque c'est elle la maman d'aujourd'hui, pour peut-être les mots finaux et pour donner un petit peu les références si besoin des publications majeures et peut-être un résumé sommaire de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Elena, est-ce que vous voulez faire ces remarques? Merci beaucoup Simon, merci beaucoup Jérôme également et Frédéric. J'étais ravie de vous écouter surtout parce que je pense que vos présentations illustrent bien ce qu'on est en train de faire. Donc nous allons un peu partout dans le monde, on essaie de trouver des innovateurs comme vous, on essaie de comprendre quels sont vos projets, qui sont les acteurs, quels sont les concepts derrière et à travers les informations comme celles que vous venez de présenter, on synthétise et on met à disposition tout cela dans des rapports qu'on publie et qu'on met à disposition gratuitement sur notre page web. Et encore une fois, aujourd'hui, pour la première fois, on fait cet exercice en français. Donc, on espère continuer la collaboration avec le gouvernement wallon pour continuer ce type de webinaire, ce type d'échange qui nous aide à comprendre ce qui se passe aussi un peu plus en détail dans le monde francophone, mais aussi pour faciliter le dialogue plus généralement sur les innovations qui nous aident enfin à avoir une transition énergétique qui se passe le mieux possible pour tout le monde. Donc, avec cela, je vous remercie encore une fois à tous pour vos questions. On a répondu aussi à l'écrit. Et l'enregistrement ainsi que les slides vont être mis à disposition en ligne sur notre page web. Vous allez recevoir aussi un lien avec cela. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous et à bientôt en ligne. Merci.